bonjour à tous. Hugues Lefort, donc faut que ça passe. Voilà. J'ai aucun conflit d'intérêt, donc on m'a demandé de discuter du management et de la bienveillance, du manager bienveillant. Et je souhaitais un petit peu enchaîner avec les propos de Wissam. Donc, je suis médecin urgentiste à Metz. Je m'occupe de l'hôpital militaire, des urgences de l'hôpital militaire de Leguest. Et cet été, je m'occuperai des urgences de l'hôpital militaire de l'Aveyron à Marseille. Voilà, donc j'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet et je voulais un petit peu explorer cette ambivalence qu'il y a peut-être entre être manager et la notion de bienveillance. Est-ce une nécessité absolue? Est-ce si ambivalent? Au niveau de notre positionnement dans la culture des organisations, se confronte à l'ensemble de manières de faire et de manières de penser qui sont largement partagées par les acteurs d'une organisation. Et on l'a bien vu notamment durant la crise Covid, où il fallait faire la part des choses entre une partie visible qui comprend une structure organisationnelle qu'il a fallu notamment réorganiser, et puis un ensemble de comportements partagés aussi, des rituels dont il était difficile d'ailleurs de pouvoir intégrer des personnes qui arrivaient de l'extérieur pour pouvoir aider. Et enfin, des valeurs énoncées, des valeurs revendiquées. Et puis, il y a la partie invisible qui est faite de savoir accumulé, de croyances, de valeurs partagées, non explicitées, et puis d'évidences implicites qui ne sont écrites nulle part, mais qui influencent de toutes les façons la façon de penser et de faire. C'est cette dimension qui est la plus difficile à percevoir pour un observateur extérieur, et celle dont le changement est le plus difficile, notamment en situation de crise. Alors, la manière de faire et de penser de chacun sont donc influencées par les manières de faire et de penser partagées au sein des différents niveaux organisationnels auxquels il appartient, tant au niveau social de l'équipe de soins et puis d'un hôpital. Et donc, nous sommes tous individuellement et collectivement constamment sous influence extérieure et intérieure, notamment par nos biais cognitifs et notre expérience. J'ai du mal à faire passer. Il existe différents types d'organisations avec des styles de management qui s'y rapportent et chacune a ses avantages et ses limites. Mais ce que je souhaitais de vous faire passer, c'est que manager nécessite une pleine conscience à 3 étages, soi-même, l'autre et les organisations. Et le manager est bien celui qui doit porter du sens, une vision et surtout de l'ambition où qu'il soit. Où qu'il soit, c'est-à-dire que finalement, vous allez voir un peu que tout le monde peut être manager. Ce n'est pas forcément le chef qui est manager et on est tous roitelés dans son petit royaume et on a tous une capacité de faire évoluer les systèmes. Par ailleurs, c'est aussi cette notion de Steve Jobs qui disait « à quoi bon engager les meilleurs pour leur dire ce qu'ils doivent faire ?» C'est finalement arriver à implémenter chez l'autre une autonomie pour qu'il puisse gérer seul pas mal de choses et donc pouvoir anticiper les manœuvres futures lorsqu'on est à N+1. J'aime beaucoup cette phrase de Citadelle qui sort de Citadelle, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « L'avenir, tu n'as point à le prévoir, mais à le permettre ». Bien sûr qu'en tant que crisard, il faut anticiper tout ce qui peut l'être. En tant qu'urgentiste, on le fait, on prépare ses sacs, on fait au quotidien, et puis aussi on a les plans de secours. Mais s'inscrire dans cette posture de permettre un avenir, c'est bien s'inscrire dans une rencontre singulière, notamment quand on est chef avec des pairs, donc ses homologues d'autres services, des subordonnés, mais aussi des chefs. Et manager ses chefs, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui se fait aussi souvent avec respect, mais aussi bienveillance. Et puis aussi un large environnement de partenaires que l'on doit, que l'on doit être prêt à gérer, à manager, mais c'est aussi le cas pour le patient et ses proches aidants. Et cette posture à la rencontre est un fondement au management en général. Alors, et la bienveillance dans cela, est-ce que c'est un but, une finalité, un chemin? Il y a un proverbe du Berry que m'a cité un camarade, un copain hier, qui me dit « Fais du bien à Martin, il fera ses besoins dans ta main ». Ou il y a un autre proverbe un peu plus connu qui dit « Trop beau, trop con ». Alors, est-ce que la bienveillance est une exigence de management? On a tous connu des chefs qui étaient durs, mais qui étaient justes, bougons et rudes, mais droits et loyaux. Et on ne serait surtout pas parti en vacances avec eux, mais par contre, on a livré de vraies batailles ensemble. Et on est prêt à en livrer d'autres.
Alors pourquoi il y a cette injonction de bienveillance plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est un luxe d'un monde du cocooning, fragile et stressé? Notre densité serait-elle si friable à l'image d'une chips qui rompt à n'importe quelle résistance? Est-ce que c'est un bien nécessaire en France, qui est quand même décrite comme l'avant-dernière de 65 pays industriels dans sa confiance en l'avenir? C'était un baromètre en 2014 mondial. Le stress est lié à cette notion de confiance. Elle a un coût qui est évalué à 3 millions d'euros par an à cause des burn-out, des gens qui ne vont pas au boulot. Et 3 à 4% du PIB d'un pays industrialisé serait lié à l'absentéisme, au stress. Je reviens du Tchad et tous les jours, je me prenais dans la figure la chance d'être français. Là-bas, clairement, être bienveillant, c'est un luxe. Les gens ne disent pas merci. Voilà, en fait, c'est aimer qui est une nécessité pour s'impliquer et se transcender dans son rapport à sa famille en tout premier et puis ensuite aux autres. Tellement la notion de survie est importante. Donc le manager bienveillant est-il un idéal dont la vocation est de faire baisser le stress de son équipe, inversement corrélé à la motivation? Notre confrère Philippe Rodet a écrit un livre qui s'appelle Le management bienveillant en disant que c'était une nécessité plus que jamais d'être bienveillant quand on est manager et en mettant, en corrélant en fait le niveau de stress au niveau de bienveillance. Je pense que c'est un constat qui est édifiant de la perte de sens, de la perte d'une volonté de se rendre plus dense, d'augmenter sa résilience individuelle et comme collectif. Mais ensuite, qui souhaiterait être manager, être chef, s'il devait être nécessairement bienveillant? Ça ne se trouve pas sur une étagère, ça ne s'improvise pas. La bienveillance se construit réellement en équipe. Et c'est l'objectif de ce topo d'apporter une structure au travers de quelques points clés d'exercice que je vais dérouler. La bienveillance, c'est bien une notion ambivalente, voire même qui pourrait procurer un stress inadapté à trop vouloir être bienveillant. Il me semble qu'elle se situe entre le respect, qui est un sentiment juste nécessaire pour vivre ensemble, et la volonté de construire ensemble, qui prend la première marche du podium. C'est une étape à franchir pour prendre soin. Prendre soin qui est vraiment d'abord une qualité de présence, et tout d'abord à soi-même, parce que pour donner, il faut avoir, après ensuite à l'autre et au monde. Alors finalement, c'est être, tout simplement. Et c'est pas si facile au quotidien. Et donc, c'est un appel à être proactif, à diriger, c'est-à-dire à donner une direction, à apporter une vision, dont je vous en ai déjà parlé. Et cet appel est fait à toute personne qui intègre un système. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le charisme et le leadership. Cet entraînement au quotidien au stress fonde la capacité à gérer l'imprévu, l'inattendu. Dans les armées, seul, on n'est pas grand-chose, on ne peut pas durer. Ça, c'est des images que je ramène du Tchad. La loyauté est même une vertu, elle est inscrite, c'est une obligation, tout autant que le sens de la mission, même si on ne sait pas tout. Un militaire, c'est pas celui, pour reprendre une expression qui avait été citée il y a quelques années, un militaire, c'est pas celui qui se tait et qui exécute. Il est éduqué réellement, et on est tous éduqués à être autonomes, à rendre compte, même quand ça se passe bien, et à suivre une procédure qui n'est pas dogmatique, parce que c'est bien le terrain qui guide toujours. Et que s'enfermer dans une procédure, c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome du bon élève, eh bien, nous empêche de nous ajuster lorsque l'imprévu arrive. Et comme on dit souvent, n'importe quel plan ne résiste pas plus de 5 minutes à la première balle. Et donc, le militaire, lui, s'entraîne constamment à gérer le bon stress qui augmente globalement ses capacités, mais aussi à reconnaître le mauvais stress qui le met en péril, mais aussi en péril ses équipiers et donc sa mission. Et là, nous qui sommes urgentistes, on s'y retrouve pleinement. Avoir confiance en l'autre est bien plus important qu'être bienveillant, car le risque est une prise, c'est une prise de risque en commun pour nos patients. Et finalement, la première personne à manager au quotidien, elle est bien notre patient, après nos équipes. Et est-ce qu'on est des managers si bienveillants envers nos patients? De la même façon pour nos enfants, nos conjoints, nos chefs, autant de terrains de stage qui au quotidien nous permettent de nous aguerrir. Cette illustration permet de faire une courte synthèse où il me semble que l'on confond trop souvent la notion de zone de confort et la notion de sécurité. Et la posture résiliente est peut-être bien de sans cesse chercher à élargir sa zone de confort, où est vraiment l'aventure, pour qu'elle ne se sclérose pas autour de sa zone de sécurité. De donneur d'ordre, le manager devient ressource pour son équipe,
puis porteur de sens dans un projet collectif et qui est porté collectivement. Quand je suis arrivé dans nouveau chef, eh ben, c'est comme ça. Au début, je donnais des ordres, et puis progressivement, en fait, j'ai pu donner du sens et embarquer tout le monde, et puis surtout, l'équipe m'a embarqué. On a réussi à faire un projet enfin, voilà, l'équipe ne s'attendait pas à se retrouver au bout de quelques années là où on en est. Et donc, de chef fragile par nomination, c'est facile d'être chef, il suffit d'être nommé, eh ben, le chef devient leader par plébiscite. Il ne se transcende pas, finalement, il est transcendé, il est porté par l'équipe. Sur la Covid, combien de chefs de service n'a pas ressenti le fait que s'il dormait les premiers jours avant de se prendre la vague qui devait arriver, au lieu de s'organiser, c'était des morts à la clé. C'était, comme dit Wissam, c'était des traumas, des gens qui n'arrivaient pas à assumer, en fait. Parce qu'on se prenait les mêmes vagues que d'autres s'étaient pris, et en plus avec un grand sentiment d'insécurité. Et donc aussi, la relation hiérarchique avec le temps, elle n'est plus aussi prégnante, elle s'estompe naturellement. Et puis au stade ultime, le groupe s'est décidé en pleine autonomie, même en l'absence du manager, qui est dégagé finalement de l'aspect organisationnel et de la gestion du processus, et qui est plutôt sur cette notion de vision et sur la notion de manœuvre future, qui est si fondamentale à la gestion de crise. Et on le voit notamment sur l'attentat. Le gestionnaire global de la crise, il doit surtout avoir les mains vides pour pouvoir avoir cette vision globale et ne pas être focalisé en fait sur des événements. Alors, et donc où on sait qu'il faut rendre compte, où on se rend compte que finalement donner un ordre, c'est peut-être l'expression d'un échec cuisant de management. Et il est toujours impressionnant de rencontrer dans les armées des chefs charismatiques qui sont proches de leurs hommes et capables de prendre de lourdes décisions engageant la vie de certains. Finalement, se connaître permet aussi d'aller plus loin et plus vite et de pouvoir être beaucoup plus vigilant par rapport à ces autotrahisons et notamment à ces biais émotionnels ou cognitifs influenceurs. Je vous laisse cette lecture-là et pour pouvoir exprimer un leadership personnel qui est une jonction entre la formation, l'intuition, mais aussi le lâcher-prise. Fondamental, repérer et prendre soin de sa zone de sécurité, pas la zone de confort, la zone de sécurité, puisque c'est celle qui va nous permettre de reprendre du souffle. Et parfois, cette zone de sécurité, elle est très étroite. Et c'est aussi le rôle d'un chef ou le rôle d'un alter ego de pouvoir aider à la personne qui est en difficulté. On dit, d'ailleurs, on parle du corps quand on est militaire, le corps des sapeurs-pompiers, le chef de corps qui dirige, en fait, de pouvoir aller aider et prendre soin de la personne d'un des membres de ce corps qui a des difficultés. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Mais chacun, individuellement, doit s'entraîner à prendre soin de sa zone de sécurité. Sur, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, j'étais chef de la coordination au 18 à Paris. Et en fait, je n'arrivais pas à me mettre dans la situation et à être pleinement efficace tant que je n'ai pas pris 15 secondes pour faire un SMS à ma femme et pour lui dire, parce qu'il y avait plein de faux départs, voilà, n'amène pas les enfants au judo, reste à la maison. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris soin de ma zone de sécurité et j'étais en pleine action et j'étais complètement à fond dans la gestion de crise. Alors ça aussi, donc ça importe de se préparer et donc d'avoir une hygiène de vie, de travailler ses comportements, de préserver ses capacités cognitives et puis aussi de pouvoir au quotidien être s'entraîner, s'éduquer à la confiance mais aussi à l'espérance. L'espérance, c'est différent de l'espoir. L'espoir, c'est je pense qu'il y a quelque chose derrière la crise. L'espérance, c'est je prends la crise comme une opportunité. C'est le weiji en fait qui est la crise en mandarin, qui est le temps du danger, mais aussi le temps de l'opportunité. Et donc, l'espérance, c'est je suis déjà derrière la porte avec des solutions et je suis même déjà en train de faire vivre les solutions en fait, qui arriveront bientôt. Alors, finalement, le bonheur, c'est aussi arriver à cette cohérence au quotidien et donc cette hygiène de vie, d'ajuster les trois curseurs qui sont ce que je suis, ce que je pense être et ce que les autres me demandent d'être. Et ça, ces trois curseurs, en fait, sont difficiles, mais on n'a pas suffisamment d'une vie pour arriver à bien les ajuster. Le Thomas More Institute, Leadership Institute, c'est une formation en fait qu'ils font soit dans le monde professionnel ou dans le monde privé,
parle aussi de leadership intégral. Et vous voyez en fait qu'il y a une roue qui est assez intéressante, où il y a cette notion en fait de cohérence entre la vie intérieure, la vie interne, l'intimité, et puis ce désir de vivre les choses ensemble avec les autres, avec un ancrage vraiment dans le réel, et finalement une procédure qualité personnelle qui permet cette transcendance, cette bienveillance, cette espérance au quotidien. Alors, il faut aussi connaître son équipe et ses partenaires. Donc ça, c'est des points clés que je vais dérouler assez vite pour pouvoir… il faut aller à la rencontre. Hein. Je parlais de cette rencontre au départ. Bien sûr, pouvoir développer cette intelligence collective qui fait partie du monde. Et donc, ça veut dire ne pas avoir peur de la complexité. Edgar Morin parle de la reliance de la complexité et la qui vient de complexus. Et complexus, c'est qui est relié ensemble, c'est-à-dire dans un cercle harmonieux et qui est autonome. C'est pas, donc, ça fait partie du monde, cette complexité. Il faut réellement pouvoir la vivre avec et ne pas en avoir peur. Et donc, savoir donc aussi, au quotidien, voir les justes résistances, les vrais combats. Je pense souvent, quand j'arrive avec un conflit où on a des différences de point de vue, et ben je dessine un 6 et je leur dis, ben voilà, toi tu vois un 9, on voit un 6, il faut qu'on arrive à réunir nos différences de point de vue comme une opportunité, et puis aussi, de temps en temps, savoir s'effacer. C'est aussi l'humilité du chef, de savoir s'effacer pour que cette tectonique des plaques puisse jouer dans une équipe et que certains puissent exprimer vraiment leur force pendant que d'autres vont pouvoir les soutenir en fait dans l'expression de cette force-là. Voilà, on peut vraiment digresser à volonté sur la technique des plaques dans la gestion d'une équipe. Et je vous parlais de cette humilité, d'une expertise en pleine conscience. Réellement, l'expertise, on ne se déclare pas expert. C'est vraiment l'équipe. L'expertise, c'est donner quelque chose que l'autre n'a pas. Donc l'autre va vous mettre en position d'expert un moment, mais c'est une expertise en fait qui est très éphémère et qui nous est confiée. En tout cas, qui rend très humble et qui doit se cultiver. Avec 3 axes pour manager et qui fait que tous, nous sommes managers, c'est l'autorité, le sens et l'accompagnement. Et on va voir que la notion d'autorité aussi, bien l'assimiler au quotidien, nous permet d'aller manager l'autre de façon positive, proactive. Mais c'est aussi dire non à l'assertivité. L'assertivité, c'est pour avoir un rapport qui est toujours gagnant-gagnant, qui est un état de maturité, qui se refuse d'avoir recours à 3 comportements qui ont des effets négatifs. C'est l'agression, la soumission et la dominance par la ruse, c'est-à-dire la manipulation. Et donc, voilà, par exemple, voilà, donc c'est… par exemple, moi, je ne reçois jamais un des membres de mon équipe sans relire finalement, par exemple pour l'engueuler ou pour lui donner une mission, sans relire sur les 3 racines de l'autorité, c'est auctor, auxilium et auctoritas, qui produit, qui aide et qui fait prendre de la hauteur. Et c'est jamais ce gif que je vous ai mis au départ, celui qui gueule sur les autres, qui va faire peur à tout le monde. Et si je reçois quelqu'un en étant dans cet esprit-là, c'est-à-dire que je n'ai pas ces 3 axes dans mon propos, eh ben, je préfère ne pas le recevoir tant que je n'ai pas trouvé de solution pour arriver à en sortir gagnant-gagnant. Il y a aussi cette notion aussi très rapidement sur la génération X et Y. Il faut vraiment s'y intéresser. Où la génération X était plutôt sur une valorisation financière ou de carrière, d'une progression, alors que la génération Y c'est beaucoup plus ancré dans cette soif du sens et du fait d'être utile, où notamment au niveau financier, gagner juste assez est suffisant et on va chercher ailleurs une expérience de vie. Et le Boson Project qui a été créé, je vous invite vraiment à lire le travail, ce sont des RH qui sont trentenaires maintenant, qui sont quarantenaires. On interrogé 10 000 jeunes trentenaires pour savoir qu'est-ce que c'était qu'un leader. C'est arrivé un good guy, ça veut dire plein de choses, pas grand-chose, mais surtout il y avait cette notion d'empathie, de souffrir avec, de pouvoir s'intéresser à l'autre, finalement la qualité de présence. Et puis, il y avait la notion de transparence et de cohérence qui arrivait derrière, c'est-à-dire le fait de pouvoir dire les choses et de pouvoir dire aussi accepter ses fragilités. Finalement, voilà, je n'ai pas toutes les compétences, bien sûr, je ne les ai pas, mais je suis le seul à avoir une vision globale de la chose, mais par contre, je vais arriver à pouvoir récupérer ce que veut la base pour en faire un projet collectif
en cohérence avec ce que veut en fait finalement les chefs et le système. Et finalement, l'exercice de la solitude du manager, du leader, elle est toujours là. Mais elle n'est pas dans « j'assume tout », elle est dans j'ai cette vision globale et j'essaye de rendre cohérent les envies des uns et des autres dans un tout collectif et dans un projet collectif. Il faut connaître son sujet de toutes les façons et il faut se former au management. Et finalement, moi, j'ai eu 2 formations de management et j'ai appris en fait qu'il y avait plein d'outils qui nous permettaient de mieux gérer au quotidien son équipe. C'est des exemples, hein. Ça reste un métier à part entière. Finalement, c'est peut-être, il y a certainement que de rares endroits où manager des organisations, des systèmes ont des impacts directs sur des vies humaines. Et nous, les médecins, finalement, on est rarement formés, on n'est pas formés, c'est nous-mêmes qui allons chercher cette formation-là. Comme si être médecin ouvrait à toutes les compétences. Et la culture de la qualité dans l'aéronautique nous apprend à ajuster la bonne tension, le bon stress, dans la durée, individuellement ou en équipe, autant au quotidien qu'en temps de crise. La prise en charge, par exemple, d'un patient en situation de critique somatique ou psychique, de système de santé comme un service des urgences, un hôpital, comporte de vraies similitudes avec le modèle aéronautique de gestion de crise et on a beaucoup à apprendre en fait de cette culture de l'humain et du facteur humain ou en aéronautique qui sont tous formés à ça. Alors aussi, apprendre à coordonner, c'est bien sûr se donner cette ambition d'une fierté dans l'autonomie, dans cette subsidiarité qui est tout simplement dire que le plus petit échelon, quand il sait faire, eh ben on lui laisse faire. Ça permet de sauvegarder de la ressource et de permettre notamment dans les situations de sanitaire exceptionnelles, comme on a vécu par exemple en 2015, de pouvoir garder de la ressource alors qu'il n'y en a quasiment pas, et voire pas du tout dans les premiers instants, pour pouvoir gérer le chaos et permettre un avenir. Alors, il faut consolider, anticiper, se former, s'entraîner. Ça impose de travailler les compétences organisationnelles. Par exemple, les certifications sont des opportunités pour travailler en fait globalement et collectivement la culture collective de la sécurité. Il y a la compétence technique au quotidien, la compétence émotionnelle aussi, qui s'acquiert avec une distanciation de soi, de son expérience. Donc ça, c'est l'abandon, le travail de l'abandon et l'humilité. Les RH actuellement recherchent plus des gens qui ont une intelligence émotionnelle que des gens qui ont une intelligence littéraire, de culture, cognitive. Voilà, cette capacité de s'insérer dans un groupe. Et ça permet en fait de se co-construire, avoir un raisonnement partagé, interdisciplinaire, voire même la notion supérieure qui est la transdisciplinarité, une notion qui est extraordinaire, qui apporte beaucoup de maturité. C'est-à-dire finalement, on n'est pas le centre du monde, on fait partie du monde. Et donc, encore une fois, ça nous permet d'être très humble par rapport à notre posture. On est un maillon. Communauté aussi, et cette culture de sécurité qu'il faut apprendre à mettre dans nos équipes et qui est difficile parce qu'elle prend du temps, mais elle fait gagner énormément de temps à posteriori. Voilà, alors le manager bienveillant, on va dire, le leadership, c'est finalement arriver à mettre en mouvement énergie et synergie entre l'autorité, le temps, l'intelligence et toujours avec cette notion de complexité dont il ne faut pas avoir peur. Réellement, le chef doit arriver à valider le terrain commande, la réflexion consolide. On a bien vu, par exemple là, c'est un petit peu un résumé de nos actions, moi, sur l'hôpital, que vous avez tous vécu, ou beaucoup ont vécu, où en fait, on est parti un petit peu dans tous les sens et en même temps, il fallait fixer de nouveaux repères, même parfois très frustres initialement, mais on pouvait se retrouver et pouvoir du coup aussi pouvoir s'extirper et se retrouver en fait en sécurité chez soi, le temps en fait pour pouvoir se ressourcer et pouvoir revenir alors que le système évoluait assez vite. Et donc en se mettant à distance de certains stress inutiles. Parce que finalement, nous en tant que soignants, notamment dans les crises du quotidien, un patient où ça s'accélère aux urgences, hein, impossible est un mot qui n'existe pas. Et renvoyer impossible est impossible à renvoyer au patient et parfois au système en crise. Il faut s'ajuster et donc il faut répondre toujours à des possibles. Et donc cette hygiène, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Je les résume sous ces 5 C, connaître, consolider, co-construire, communiquer et la culture de la sécurité, qui de toutes les façons fait qu'un manager, celui qui manage un système, s'engage à la bienveillance au quotidien et à l'imprévu.
faut changer de gouvernance. Le leadership, le top-down, celui qui dit et les autres exécutent, et le bottom-up, peuvent toujours s'exprimer, ne sont pas ambivalents, ne vont pas l'un contre l'autre. Le manager est le nœud qui est au milieu et il passe les pouvoirs entre les pouvoirs. Lorsqu'on est en temps de crise, le top-down s'installe, les systèmes se rigidifient pour être beaucoup plus fins, pour être beaucoup plus performants en fait dans la crise, mais parce que chacun sait qu'il va pouvoir débriefer, il va pouvoir faire remonter en fait les éléments parce qu'au quotidien, il travaille sur un bottom-up qui est beaucoup plus en réseau. Donc, réconcilier le leadership individuel avec le leadership collectif, c'est un fondamental pour être et ensemble. Voilà, merci Hugues, beaucoup. parfait.